Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Une nouvelle interview PMS avec aujourd'hui un joueur que tu dois certainement connaître si tu es dans le milieu depuis un petit moment. C'est notre ami Crazy Donkey. Je suis mais tellement content de faire cette interview. Crazy représente pour moi à la fois de la performance, de l'adaptation, de l'intelligence, du travail sur soi et beaucoup, beaucoup de gentillesse. Et c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de faire cette interview avec toi, Cédric. Comment tu vas? Salut Lolo, salut tout le monde. Je vais très bien et toi? Bah écoute, moi aussi, ça va super. Et comme dit, on devait faire cette interview depuis un petit moment. Bah, t'es un mec occupé, on va dire. T'as pas mal de projets. Tu bosses pour Spin for Win. Tu as en même temps, toi, ton groupe de joueurs que tu coaches, que tu accompagnes. Tu as une carrière maintenant que tu développes aussi sur le live MTT. Et tout ça te demande du temps. Tu as une vie de famille et tout le tralala. Donc voilà, on a trouvé ce moment et je suis ravi pour ça. Pour ceux peut-être qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire une présentation assez rapide de combien de temps que tu joues au poker? Voilà, c'est quoi un peu ton parcours? Bien sûr, ouais. Du coup, bon, j'ai découvert le poker en 2012 à peu près. Je crois que ça devait être les débuts du point .fr. Donc à l'époque, j'ai joué un petit peu en cash game. Donc j'avais un travail à côté. J'étais pas pro, mais je suis quand même monté jusqu'à de la NL 400. Euh, mais bon, j'ai pas décidé vraiment de franchir le pas et de Tu m'expatrier. faisais quoi comme boulot à ce moment-là? Je travaillais je faisais chauffeur-livreur pour des sociétés de distributeurs et de manèges pour les enfants dans les grandes Ah, surfaces. je savais pas ça. Ok. Donc voilà, je faisais ça en même temps. Et j'ai décidé de pas vraiment sauter le pas et de faire ça à temps plein, de m'expatrier, etc. Donc j'ai un petit peu laissé le poker de côté pendant plusieurs années. Je crois que j'avais arrêté à la suite d'un bad run, notamment en Hmm. passant un L400 qui m'avait un petit peu affecté. Donc j'avais complètement raccroché avec le poker. Et j'ai repris en 2017. Mhm. J'ai repris, j'ai décidé vraiment de faire les choses sérieusement. Je me suis fait coacher, j'ai commencé à. En plus, on a eu des outils qui sont apparus à l'époque, donc tout ce Hmm. qui est solver, etc. Déjà en 2017. Je me suis pris PioSolver en 2017. J'ai commencé vraiment à tryhard beaucoup plus et je me suis expatrié à Malte pour faire les choses sérieusement. Donc, je considère que ça fait depuis 2017 que je suis pro. D'accord. Et donc, je suis resté environ 4 ans à Malte avant de déménager en Angleterre. D'abord, j'ai joué en cash game. J'ai déménagé à Malte, j'étais règle de NL 200. Je suis monté jusqu'en NL 2K, essayé de shot un petit peu la 5K aussi, quand j'habitais encore à Malte. Et j'ai switch vers les MTT progressivement, on va dire, à partir de 2020. J'ai commencé à mixer un peu les deux disciplines, cash game et MTT. J'ai eu beaucoup de chance parce que dès mes débuts en MTT, j'ai très très bien run. Et du coup, j'ai gagné pas mal d'argent en n'étant pas forcément encore C'est très quoi la bon. grosse perf que tu as fait à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai fait un mois c'était surtout un mois en fait, mais j'ai fait un mois à plus de 250K environ, Ça va. alors que je devais avoir un average buy-in à 100 dollars et quelques, tu vois, donc je jouais pas très cher en plus, c'est ça le truc, c'est que j'ai tout de suite perf mes plus grosses TF sur mes plus gros buy-in à l'époque. Ouais. Donc j'ai pris genre 66K sur Wina, sur le 1K high roller à l'époque des séries. Ensuite, 2 semaines après, je prends 126K sur le Bounty Builder 530 de Stars. Et le lendemain, je rejoue après avoir fait. J'ai fait deuxième, hein, je me rappelle, il y avait une grosse différence, que j'avais beaucoup de KO, etc. Et je pense que si j'avais fait premier, je jouais un énorme flip, j'aurais pris genre 180K. Et je me disais, bon, allez, on rejoue demain, quoi. Et j'en ai regagné un sur partie pour, je crois, 32K, un truc comme ça. Puis pas mal d'autres petites perfs. Donc c'était vraiment un mois super. Je me suis dit, bon, bah, si on gagne 250K par mois en MTT, c'est plus qu'en On cash va game, hein. arrêter le Donc cash, hein? on va arrêter le cash. Donc, alors, j'ai joué toujours en cash, que c'est un format où j'avais toujours joué en cash game avant, hein, depuis mes débuts en MT, enfin en MTT, depuis mes débuts au poker, depuis 2012. Donc, j'ai continué à jouer un petit peu, j'ai pas raccroché tout de suite. En plus de ça, je faisais encore des vidéos cash game pour Spin for Win. J'avais encore pas mal de contacts dans la communauté du cash game, quelques élèves. Mais bon, après, j'ai commencé à réduire au fur et à mesure que je me suis rapproché des MTT. Et après, je me suis vraiment pris à 100% dans le grind MTT, j'ai stop le cash game, on va dire, en 2021, 2022, quelque chose comme ça. Ok. Et maintenant, tu as incorporé aussi le live Ouais. à la suite. Tu as Alors, fait des grosses perfs récemment à Londres? ouais, alors grosse perf, c'est un grand mot, mais parce qu'en live, forcément, les buy-ins sont plus chers, il y a toujours beaucoup plus d'argent à la gagne, donc c'est loin d'être sur mon plus gros buy-in ou une grosse perf, mais je suis quand même très content de cette perf-là, vu qu'en live, j'avais pas eu vraiment de résultats.
je m'étais beaucoup arrêté, on va dire, proche des grosses places. J'avais fait genre 13e du 10K Air Roller EPT à Prague. Mhm. 13e, donc j'avais pris genre, je sais plus, 45K, mais il y avait 640 top, quoi, donc ça Mhm. fait des grosses différences. Et pas mal de deep run, mais ça se passait pas très bien. Et là, récemment, j'ai fait ma première top finale en live et j'ai gagné direct, donc j'étais très content de ça. C'était un 2K 2 pounds pour 80K pounds, donc environ 100K dollars, quoi. Mhm. C'était en août, donc c'était il y a 2 mois, quoi. Cool. Donc on va dire qu'en ce moment, ça se passe super bien. Alors moi, j'ai tout de suite plusieurs questions à te poser. C'est déjà, tu as réussi en cage, tu es monté jusqu'en 2K, tu as shot la 5K. Tu as réussi en MTT, même s'il y a eu du run, évidemment, puisqu'on ne peut pas débuter, gagner 250K simplement parce qu'on a un génie du poker. Hein, voilà, faut le dire ce qui est. Derrière, bah, ça a bien marché. Ça fait maintenant 2 3 ans que tu es règle de MTT, un truc comme ça. Mhm. C'est ça, ouais. Tu commences à perfer aussi en live. Euh, allez, la question bateau, c'est quoi ton secret? C'est ridicule de poser comme ça, mais quels sont pour toi les ingrédients pour réussir, quelle que soit la discipline? Toi qui a justement varié un peu les disciplines. Hum, pour moi, j'ai senti. Alors, déjà, en MTT, c'est dur de parler de. En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment se focus sur les résultats qu'on a eus en fonction, pour déterminer notre niveau par rapport au cash game. Hmm, Tu vois, quand tu joues en cash game, si tu as un bon niveau, tu vas gagner de l'argent très rapidement. Alors, tu hmm. pourras run bad pendant un mois, 2 mois, mais on va dire que sur une année, si tu es Il n'y bon, a, y a tu pas trop de gagneras. variance, ouais, clairement. Il y a pas trop de variance, voilà. Ouais. Alors qu'en MTT, ben, il y a tellement de choses. Déjà, bon, évidemment, tu joues beaucoup plus de all-in pré-flop, l'augmentation des blindes, etc. Bon, vous connaissez tous. Il y a aussi les problématiques de savoir bah, si tu gagnes sur tes grosses limites, comme ça a été le cas Hmm, à mon début, ou si tu perds sur tes plus petits buy-in, bah forcément, ça fait toute la différence, hein. hmm. Actuellement, je joue des buy-in entre 50 euros et 25K, même une fois 50K. Donc, si tu perds sur le 50 euros et que tu drops ton 50K, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut regarder en fonction de l'évolution technique. Donc, quand je dis technique, c'est pas que la théorie, hein, c'est aussi l'exploit, c'est le mental, c'est un tout. Les qualités du joueur de tournoi, donc plus sur ses qualités que sur ses résultats, je dirais. Et pour moi, ben, c'est là où j'ai commencé vraiment à exploser. Et c'est pas forcément là où j'ai le plus gagné, mais c'est là où je sens vraiment que je suis beaucoup plus en confiance dans mon jeu et que je sens que c'est quand j'ai eu les bons process, en fait. Ouais. Notamment, ben, je me suis fait coacher par toi. C'était quand tu m'as coaché? C'était Il il y y a a 2 ans, 2 ans, je crois, ouais, c'est ça, pendant on une a année. commencé. Hmm. Ouais, donc, alors à l'époque, j'avais un petit problème, c'est que, en fait, j'ai toujours travaillé mon jeu, mais c'était un peu par intermittence, c'est-à-dire Hmm. que bah, des fois, ça se passait très bien, donc je lâchais un petit peu et je me disais, bon, c'est bon, j'ai tout compris, et voilà, on est super fort, on fait que de gagner, alors qu'en fait, c'est juste qu'on run super bien. Hmm. Et les moments où ça se passait mal, et ben, c'est là où je bombardais, tu vois. Mais quand je te dis Hmm. bombardais, c'est vraiment, j'étais en mode tryhard de malade, tu Hmm. vois. Hmm. Et limite à me cramer, quoi. Et en fait, ben, je pense pas que c'était un bon process parce que limite, quelque part, j'ai dû associer le travail du jeu avec le bad run, tu Ouais, vois, parce que ouais. c'était un Hmm. petit peu ce que je faisais. Et donc, du coup, avec toi, bah, j'ai appris aussi à en faire plus régulièrement et moins et créer vraiment des horaires. Et maintenant, tu vois, actuellement, je vais avoir mes horaires où je vais bosser mon jeu. Ça va être pas forcément plus d'1 heure par jour, tu vois, mais ça va être tous les jours. À Hmm. part le samedi où je suis off poker. Ça va être tous les jours et c'est là où j'ai commencé à beaucoup plus intégrer tout ce que j'apprenais, que tout est devenu un peu un automatisme. Et aussi mieux organiser son travail. Donc, je pense que bien organiser son travail, c'est super important. Donc, avoir des heures pour quand on va travailler son jeu, savoir exactement comment on va faire, avoir nos process, ça nous apporte aussi de la confiance et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors, tout le monde est différent, hein, mais moi, c'est quand j'ai commencé à organiser mon travail, pour du coup revenir sur ta question initiale, quand j'ai commencé à organiser mon travail, à être plus régulier et avoir un process, c'est-à-dire savoir quel logiciel je vais utiliser pour travailler ça, comment je vais travailler sur aussi le côté exploit, tout comme le côté GTO, marquer des mains en session pour, après la session, toujours les revoir, faire des nodes logs s'il y a besoin, aller run les spots sur HRC et généralement, je vais me coucher 1 ou 2 heures plus tard, avoir fini ma session, mais le lendemain, ça me permet de pouvoir bien bosser ça à froid. Et, et ouais, je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à m'améliorer et à
à avoir un niveau qui est bien meilleur. Ouais. À prendre confiance aussi. Prendre Euh, confiance, ouais. ouais, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de vertus dans tout ce que tu dis, à savoir que pour tenir sur le long terme, il faut éviter de se cramer. Comme tu dis, parfois trop de joueurs en fait dans des bad runs commencent à envoyer du volume de port ou à travailler vraiment comme pas possible, et en fait ça conduit in fine au burn-out quoi. Alors que en fait d'avoir une approche plus équilibrée, plus routinière quelque part dans le sens de routine, pas dans le sens d'ennui. euh, Déjà, ça te permet d'avoir un équilibre de vie où tu peux passer du temps avec ta copine, avec tes enfants, avec d'autres choses. Tu ne te crames pas dans un truc en étant obnubilé par ça. Il y a quand même des joueurs, beaucoup de joueurs qui à un moment ont été trop obnubilés par le poker et qui ont perdu leur chérie, par exemple. Donc, d'avoir juste en fait un processus de travail quotidien et aussi du temps pour autre chose t'amène tout au long du chemin justement un équilibre qui te permet d'être heureux aussi sur le chemin, un temps soit peu. Après, on pourrait aussi l'expliquer par le fonctionnement du cerveau. Les sciences cognitives nous disent que apprendre massivement comme ça sur des petites périodes, en fait, c'est juste maintenir la connaissance en mémoire de travail, et alors qu'on a besoin d'oublier pour apprendre. Donc travailler un peu tous les jours, et pas à bloc pendant 15 jours, en fait, c'est bien plus puissant sur la mémorisation à long terme. Voilà, et sur le fait aussi que tu viens étoffer ta confiance tout au long du chemin, tu es de plus en plus certain que tu as un bon processus d'apprentissage, donc in fine ça va payer. Voilà, donc ça t'amène aussi un meilleur mindset et puis plus de sérénité au table, quoi. Justement, puisqu'on parle un peu de mental, comment tu abordes aujourd'hui les MTT mentalement par rapport à avant au cash game? J'imagine c'est bien plus difficile. Ouais, et d'ailleurs, ben, tu as aussi dit un truc qui me parle beaucoup, c'est que tu as parlé de la notion de plaisir. Mm. Et pour rebondir là-dessus, vite fait, avant de répondre à ta deuxième question, c'est vrai que maintenant, c'est un plaisir en fait de travailler mon jeu par rapport à avant, où Mm. c'était plus une sorte de corvée slash associé avec des émotions négatives de bad run. Maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément faire en fait. Et c'est pas quelque chose qui me crame, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, Mm. avoir un bon process et en plus y prendre du plaisir, je pense que c'est top. Ouais. Donc du Et là, coup, on est tous un peu différents. Donc, le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est vraiment de travailler de la façon la plus fun pour nous. En fait, on n'est pas tous obligés de travailler de la même façon, de manière robotique derrière un solver ou quoi. Si tu préfères faire ça, eh ben, c'est cool. Si tu préfères travailler tout seul d'une autre façon, c'est aussi très bien. Et si tu adores travailler à 3 ou à 4, c'est aussi très bien. Donc, à chacun de varier les plaisirs, de trouver sa propre recette qui fait du bien en fait quand on joue, quoi, qui donne du plaisir tout au long du chemin. Et comment tu abordes justement mentalement maintenant, quelle différence tu vois entre les deux? bah, les tournois, honnêtement, c'est beaucoup plus dur hein, Ouais, mentalement. bah Je j'imagine, pense ouais. que ça n'a juste rien à voir Pourquoi avec le cash game. devenir un maso et basculer vers les tournois? D'ailleurs, c'est une question Bah, aussi. le problème, c'est que généralement, tu switches pas parce que tu commences sur un énorme bad run, tu vois. Donc, tu switches sur MTT quand ça se passe bien au début. C'est généralement comme ça que ça se produit, tu vois. Il y a Ouais, beaucoup de ouais, carrières qui se font ouais. comme ça, Hmm. qui débutent sur un bon run. Si tu commences direct par un run bottom 5%, à moins d'être vraiment, vraiment déter et d'aimer souffrir, je pense que c'est plus compliqué de rester, quoi. Ouais, j'imagine. Donc ouais, cash game, je pense que mentalement, alors j'avais d'autres leaks mentaux en cash game qui m'ont pas mal freiné, je pense, mais qui sont complètement différents des leaks mentaux que je peux avoir en MTT maintenant, même si je pense avoir entre-temps bien bossé mon mental et être un peu plus solide qu'avant. Et tu vois, avant, rapidement, même si c'est pas trop le thème, en cash game, j'avais du mal à m'arrêter sur une session négative. Hmm. Ça m'embêtait un petit peu, donc je prolongeais énormément les sessions jusqu'à potentiellement revenir break-even ou Hmm. gagnant avant Hmm. d'arrêter. Hmm. J'avais pas trop ce problème de tout le temps cut mes sessions dès que je gagnais un peu, même si dans une certaine mesure ça me le faisait, alors qu'on sait tous que c'est pas optimal. Donc j'avais ces leaks mentaux en cash. Donc je dis pas que le cash c'est facile non plus mentalement, il y a aussi beaucoup de challenges. On va dire que le côté variance et le côté méritocratie en cash, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, en Hmm. cash, si tu veux progresser, que tu mets du travail, eh ben, tu vas voir les résultats très vite en fait. Hmm. Hmm. Tu vas monter les limites très vite, tu vas avoir ton BB100 qui va augmenter, et donc du coup, ça va te mettre un petit peu dans une situation où tu dis, bon, bah, si je bosse, je gagne plus, donc Hmm. on va faire les choses bien. En MTT, c'est un peu ingrat parce que tu peux bosser et tu peux avoir ton meilleur niveau possible et tu peux pourtant ne pas gagner, traverser des périodes de bad run qui durent très longtemps par rapport à en cash. Donc je pense qu'il faut juste déjà s'habituer, accepter les inconvénients de notre format. Je pense que ça, c'est aussi des potes qui me l'ont fait remarquer, c'est que si tu joues en MTT, il faut savoir pourquoi tu es là. Et il faut comprendre que la plupart de tes sessions, tu vas perdre. En fait, 80% de tes dimanches, tu vas juste perdre. Et de temps en temps, boum, tu vas faire une grosse perf et ça va
rattraper pendant toutes ces semaines où tu n'as rien fait. Mhm. Donc, je pense que voilà, il faut accepter les, les différences entre les deux formats et il faut être prêt à perdre beaucoup plus souvent par rapport au cash game. Donc ça nécessite du travail hein, sur le mental. Mais en dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas de grande différence autre que ça. Voilà, faut être habitué à faire pas mal de sessions où ça peut mal se passer par rapport en cash où tu peux enchaîner plein de sessions gagnantes, quoi. Et un dernier truc qu'il faut... Protéger ta confiance en toi, du coup, parce que Voilà, à force d'accumuler des sessions par an, tu vas avoir le doute qui va arriver, et donc c'est c'est ça. là où peut-être les routines de travail te permettent justement de maintenir ta confiance en toi à un certain niveau. Le travail mental peut être axé aussi sur l'acceptation des pertes sans se remettre en question non plus en termes d'estime de soi, de sentiment de Mhm. compétence. Donner du sens, comme tu viens de dire. Pourquoi je joue en cash? Pourquoi je vais en MTT, pardon. Pourquoi je vais m'infliger tout ça en attendant la grosse perte? Donc travailler sur tes why. C'est Est-ce que... ça. Et puis travailler sur CY et puis aussi beaucoup plus se mettre dans une logique d'apprentissage et de plaisir dans tout ce qui est nos process, etc. plutôt que de toujours être obsédé par le fait de gagner, tu vois. Mon but, Hmm, c'est vraiment, en cash game, tu vois, j'étais un petit peu trop focus sur le montant de mes sessions, combien je gagnais par session, etc. Ce qui d'ailleurs est pas bien, hein, je pense, mais en MTT, ce que je me focus vraiment, c'est essayer de bien jouer, en fait. hmm. Et pour moi, une session réussie, euh, c'est une session où tu as bien joué, c'est une session où tu bien joué, quoi. Ouais, clairement, ouais. Même une session, tu vois, il y a des sessions où j'ai gagné parce que j'ai perdu, j'ai fait des grosses soirées, et j'étais pas content de moi, tu vois. Et hier, par exemple, j'ai fait une session break-even, typiquement, et bon, j'ai fait une erreur vraiment massive, mais sinon tout le reste était propre, et je considère qu'à part l'erreur massive qui peut arriver à tout le monde, je pense que Hmm, c'était une bonne session, quoi. ouais, Donc plus se focus sur prendre des bonnes décisions hmm. et après, il n'y a pas de secret, hein. Si on joue bien et qu'on les grosses perfs, elles viendront. Et même si elles ne viennent pas, c'est pas grave. Le but, c'est de bien jouer. Ouais, ok. Val demande quelles sont les adaptations à mettre en place afin de crush les mid high stake en MTT selon toi. Alors, quand il dit mid high stakes, il entend quoi? Il entend les high stakes de Winamax? Entre un joueur ABI 30 et un joueur en ABI 30-70, on va dire ABI 50, et un joueur ABI 100 plus. Ok. Je pense que j'ai coaché aussi pas mal de joueurs de ces ABI-là. J'ai notamment un de mes poulains qui a commencé sur 30-70. Donc, même si je joue pas les limites, je pense que je peux quand même un petit peu avoir une bonne idée de ce qui s'y passe. Mhm. Euh, Je pense qu'on va déjà jouer beaucoup plus de joueurs récréatifs, donc on va beaucoup plus être dans l'exploit, sachant que même les réguliers auront des leaks assez grossiers, donc on pourra vraiment leur taper dessus à longueur de journée, quoi, enfin de soirée plutôt. Et, et du coup, c'est un petit peu moins dur on va dire, d'avoir un bon ROI à partir du moment où on est bon dans l'adaptation et tout, en fait. Euh, alors que sur des limites, on va dire ABI 100, 150 plus, bah, les joueurs vont, généralement, ils ont beaucoup plus bossé, donc ils ont aussi plein de leaks et on a tous des leaks, mais je veux dire, ils seront moins grossiers en fait. Hmm, hmm. Ils seront sans être balance, hein, parce que je pense que absolument personne n'est parfaitement balance, évidemment, mais il y a moins de leaks grossiers qu'on peut vraiment exploiter à fond, quoi. Donc Hmm. il faudra nous-mêmes bosser un petit peu plus la technique, donc bosser un peu plus sur Solver, etc., pour pouvoir être capable d'avoir notre base, pour ensuite exploiter les gens, évidemment, mais je pense que ça nécessite plus de travail Hmm. pour pouvoir être capable de. Comment tu travailles toi aujourd'hui d'ailleurs? Alors moi, j'ai différents moyens de travailler, et c'est ça que j'aime bien. C'est donc, on va dire que la première, c'est un peu l'aspect review de mon propre jeu, que je vais Mhm, faire tout seul, mais aussi avec mon groupe de travail. Donc généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis en session, dès qu'il y a une main sur laquelle j'ai un doute, je la marque. mhm. Donc ça me prend une seconde hein, avec le tracker, avec PT4, tu vas juste sur le petit curseur, tu marques la main. Donc j'en marque généralement, je sais pas, peut-être une quinzaine par soir, des fois plus, des fois moins, selon comment la session se passe. Et en fin de session, je vais review tout ça. Je vais solver les spots, faire des node logs si je considère que les gens ne vont pas jouer de cette manière-là pour vérifier un petit peu. Si je dois run des sim HRC parce que c'est des spots de TF ou de demi-TF, je les run et ensuite ça je vois le lendemain parce que généralement je les mets tout à la file pendant la nuit et le lendemain je vais vérifier. Donc du coup, ensuite, si j'ai fait des erreurs, je les mets dans mon OneNote. Donc j'ai un OneNote où je vais noter toutes les erreurs que je fais pour pouvoir m'en rappeler, les mettre par écrit aussi, ça m'aide vraiment à bien les Les mémoriser, mémoriser ouais. et je vais souvent les review d'ailleurs.
Donc, je vais souvent aller voir les erreurs que j'ai faites la veille, il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois. Je vais très souvent voir ce OneNote-là. Donc, je les ai toutes répertoriées ici. Donc, ça, c'est pour la partie review. Ce que je fais aussi, c'est que des fois, le solver ne nous donne pas forcément la réponse, hein. Des fois, on voit le solve et on se dit, bon, ça m'en apprend pas beaucoup plus. Je sais toujours pas si c'est bon ou pas. Et généralement, je les poste aussi beaucoup. J'ai un groupe de travail avec des très bons joueurs que tu connais tous, je pense, hein, qui sont François, Ducos, Adrien Delmas, Axel. Donc voilà, on a Igor aussi. Donc on a un groupe de travail. Donc je poste beaucoup mes HH là-dessus. Je travaille aussi avec mes collègues. On fait des reviews principalement parce que le travail sur le serveur, maintenant, on le fait beaucoup de chacun de notre côté. Mhm. Je pense pas que ça soit utile de le faire en Vous groupe. Donc partagez d'ailleurs les solutions que vous avez trouvées, les exploits que vous avez trouvés? ouais, avec Axel, beaucoup, on s'envoie, parce qu'on ne peut pas forcément tout run de notre côté, donc des fois, on s'envoie des simus, etc., qu'on a fait sur potentiellement Simple Triway, etc. Et ensuite, mon dernier axe de travail, c'est quand je focus sur un sujet en particulier. Généralement, là, en ce moment, je suis sur les PKO. Avant, j'étais sur le multiway. Donc, je choisis un format et je bosse que ça. Donc, je vais run des sims et je vais run des scripts, je vais run des trucs, je vais bosser ça avec mes potes qui veulent bosser ça, je vais poster des HH qui sont un peu plus sur ce thème-là aussi dans mon groupe de travail. Et je vais essayer vraiment voilà, de me focus sur un truc. Donc là, en ce moment, je suis sur les PKO, je run pas mal de sims, j'ai pris la masterclass de Pondy sur les PKO, je bosse aussi beaucoup ça avec mes poulains, et je me fais pas mal de quiz, de tests, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment thématique, quoi. Ok. Et ouais, je pense Donc que c'est un peu. voilà, Et travail de groupe aussi, super important, et savoir s'encadrer de super joueurs high-tech. On leur fait une bise à tous, hein, on les connaît bien, et tu as un super groupe. Il faut que le feeling passe aussi, je trouve que c'est super important, et après ta méthodologie de travail. Tu as LOL Live qui disait justement que toi, pour corriger un leak, est-ce que tu avais une partie de correction plutôt technique et une partie de correction mentale? Euh, Combien tu estimes l'un ou l'autre? Est-ce que par exemple tu vas faire certaines erreurs liées à un leak mental ou certaines erreurs liées à une incompétence technique? Toi, tu verrais ça comment? bon, moi, je fais les deux, honnêtement. Je pense que tout le monde fait les deux. Enfin, Ouais, lui, il demande si on peut corriger selon toi un leak en maîtrisant 100% la technique, ou est-ce qu'il faut, et donc à faire fi du mental, ou est-ce que le travail du mental te semble aussi obligatoire? ah non, je pense que tu dois faire les deux, hein, parce que c'est très bien de savoir ce que tu es censé faire, mais si tu n'arrives pas à l'appliquer au tas pour X ou Y raison, parce que mentalement, ça ne suit pas, bah forcément, tu es obligé de faire les deux. Et ça m'arrive encore des fois de faire une erreur technique juste par manque de savoir, sur un spot où tu sais pas, tu te trompes, ça arrive tout le temps. Et ça m'arrive aussi de savoir ce qu'il faut faire, tu vois. On en a pas mal parlé en privé, tu vois. Et quand même, pour je sais pas, des histoires de tunnel vision, tu te focuses sur un truc et puis hop, tu n'arrives pas à être vraiment 100%, comment on dit, lucide Lucide, conscient, ouais. in-game Mm. et tu fais une erreur et ça c'est du mental, tu vois. Genre hier, typiquement, la grosse erreur que je te dis, là, c'est même pas une erreur technique, c'est une erreur où je suis resté focus sur un truc et je me suis pas réadapté. Mm. Et ça, pour moi, c'est même une erreur mentale, en fait. Donc On ouais, appelle et ça pour un moi, il faut biais de bosser les deux. fixation. Tu vois, Les fixations, ouais. ouais, comme si notre cerveau, en fait, frisait sur un élément, peut-être à une certaine street, peut-être même au préflop, en fait. Tu vois, par exemple, des récréas, eux, ils fixent direct sur le préflop, j'ai les as, bon, ben j'ai gagné, en fait. Et ce biais de fixation les empêche de réajuster tout au long de chaque street, J'avais réévaluer les la as, marge hein, de donc manœuvre. Bah, t'avais les je, as, bon, t'as un fiche, voilà, je suis ravi de te je l'apprendre, suis bien Cédric. récréatif. Ouais. J'ai les as et j'ai check backflop, donc je peux dire que c'était fini, quoi. Ah oui, ouais. Mehdi demande si, quels sont les conseils en fait pour une personne qui souhaite s'expatrier, faire du poker son métier, quelles sont les concessions, sacrifices et le prix mental à faire selon toi pour mais construire une carrière de joueur pro. Mehdi veut s'expatrier à Montréal, je crois. Je crois si c'est bien le Mehdi que je connais. Euh, Alors le pseudo Discord c'est méditation, Ah, ok. donc je Ouais, sais je sais pas. pas alors. Peut-être. Ok. Du coup, ben moi, c'est différent parce que en fait, ça dépend de la situation de tout le monde, tu vois. Parce que pour certaines personnes, ça peut être, on va dire, associé à un sort de sacrifice. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, si t'as une, enfin, si évidemment, si t'as une famille en France qui sont pas trop, si ta copine n'est pas trop motivée pour s'expatrier, qu'elle a un travail là-bas ou que tu as tout ton cercle d'amis qui est là-bas, ben, ça va être beaucoup plus dur. Moi, à l'époque où je m'expatrie, je commençais un petit peu à me perdre de vue avec mon cercle d'amis que j'avais depuis Mhm. très longtemps. Donc j'étais un petit peu, on va dire,
pas esseulé, mais voilà, j'avais pas non plus un énorme cercle d'amis. On commençait déjà un petit peu à se perdre de vue. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, etc. Donc, C'était plus pour facile, ouais. moi, c'était très facile en fait, et je voulais faire du poker mon métier. Donc, en fait, j'étais super excité à l'idée de partir à Malte. Ça avait été toujours, c'était mon rêve à l'époque. Je me suis dit, allez, je pars et j'essaie de faire ça sérieusement. Donc, je pense pas que je sois la bonne personne à qui demander parce que pour moi, c'était très facile en fait et c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et il y a eu, bon, évidemment, de quitter sa famille et tout, forcément, c'est pas forcément évident, mais j'étais tellement excité à l'idée de lancer ma carrière poker que pour moi, ça a été juste une évidence en fait. Alors, Après, je vois peut-être aussi le cadre de la question de Mehdi, parce qu'on a parlé avec lui dans PMS il n'y a pas tellement longtemps. Euh, Quelle est un peu la vie d'un joueur pro? Est-ce que c'est que rose, comme certains veulent le vendre sur certaines chaînes, ou est-ce qu'il y a aussi un prix à payer, d'efforts, de sacrifices, de rigueur, de souffrance, de tout ce que tu veux? C'est quoi ton point de vue là-dedans? bah ouais, il y a un prix à payer, mais après, je pense que, enfin, c'est normal, tu vois. Je pense que c'est compliqué de trouver un travail où tu peux passer beaucoup de temps dessus, qui est quelque chose qui est assez compétitif pour gagner de l'argent et qu'il n'y ait aucun côté négatif, quoi. Hmm, Sinon, tout le monde ferait ça, quoi. Donc, évidemment. je pense que c'est compliqué. Après, ouais, il y a pas mal il y a tout l'aspect du stress, etc. Potentiellement, quand tu joues à MTT, des problématiques de sommeil, les périodes de bad run qui sont difficiles à gérer, mais d'un autre côté, tu as aussi toute la liberté, tu as aussi tout ce qui est eh ben, de pouvoir t'organiser comme tu veux, Hmm, de gagner plus d'argent que si par exemple tu te retrouves à faire un travail pour lequel tu n'as pas énormément de qualifications, etc. Et donc du coup, même financièrement, c'est bien. Et puis tu fais ce que tu aimes aussi, quoi. bien C'est-à-dire que sûr. si tu aimes ça c'est le plus important, c'est-à-dire que si tu aimes le poker et que tu aimes travailler ton jeu et que tu aimes jouer, bah, tu vas forcément prendre du plaisir à faire ça. Donc pour moi, ça outweigh, comme on dit outweigh en français, ça Ok, annule un petit peu. d'accord, ok. Tu vois, ça annule un petit peu pour moi tous les côtés négatifs, quoi. Enfin, ça annule, ça les annule pas complètement, mais ça contrebalance bien, Ça quoi. me fait penser un peu à la vie d'un entrepreneur, en fait. Il n'a pas le confort du salarié, peut-être, mais derrière, en fait, il a aussi toute la vie de l'entrepreneur avec les responsabilités, l'emploi du temps parfois complètement dingue, ou parfois, en termes de taux horaire, il va être moins bien payé qu'un salarié, mais par contre, il fait ce qu'il aime, il travaille pour lui, il s'organise comme il veut, etc., etc. Mais parfois, ça convient pas non plus à tout le monde, cette vie. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur ou voilà. Donc, je pense que le plus important, c'est de designer quelque part une vie dans laquelle on se sent bien, en bien gardant en tête qu'en fait, dans n'importe quelle vie, il y a à la fois un côté rose, un côté génial, puis un côté un peu plus sombre. Et pour la vie d'un joueur de poker, c'est aussi par moments difficile, et notamment quand on joue à STEC, quand on joue à MTT. Toi, tu as eu comme ça un grand bad run où tu as été dans le mal un peu? Ouais, Ouais. clairement. Bah, déjà, pour te faire rapidement, quand je suis arrivé en 2021, on va dire, enfin même un peu, ouais, 2021 que j'ai déménagé en Angleterre, c'est la période Covid, etc. Mhm. Il y avait les confinements, etc. Et je voyais les tournois, c'était juste de la folie. Genre, il y avait Ouais. des 5K, des 10K, des 3K tout le temps avec des garanties énormes. Et du coup, bon, j'avais une bankroll confortable et tout, donc je pouvais jouer tout ce qui était 1K, 2K à la limite, tu vois, mais tout ce qui est 5K, 10K, clairement, j'ai pas la bankroll, surtout Mhm. online, pour jouer ça. Donc du coup, j'ai décidé de me faire stacker pour pouvoir ben, jouer le plus cher possible, quoi. Mhm. Et alors, au début, le premier mois, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, bah, surtout à l'époque, je pense que j'avais pas non plus le niveau pour jouer les Mhm. 5K, les 10K, tu vois. Je sortais de une période de good run qui avait duré genre un an où tout s'était super bien passé au début et sur laquelle je me reposais un petit peu. Donc je suis arrivé direct sur des stakes très très hauts d'un coup, Mhm. en pensant avoir le niveau, alors que j'avais pas suffisamment travaillé, l'aspect MTT et plein de trucs. Et du coup, bon, en plus de ça, le bad run s'est clairement arrêté. Le good run, pardon, s'est Ouais. clairement arrêté. J'ai commencé à run bien sale, tout en Mhm. n'étant pas forcément au niveau. Donc, quand tu run bas, dès que tu lances un 10K GG tous les dimanches, ben, ça peut vite te coûter très cher, quoi. Donc, derrière, ouais, je faisais des petites paires sympas à droite à gauche sur des 100 balles et tout, des 200 balles, des 500 et tout. Mais si tu drops sur les 5K, les 10K. Et après, en live, pareil, hein, quand j'ai commencé en live, ça s'est pas bien passé, hein. J'ai joué très cher. J'ai joué genre 6 ou 7 25K, j'ai joué un 50K, j'ai joué une dizaine de 10K, voire plus. Et, j'ai pas item un seul 25K, tu vois, pour te donner une idée. J'ai pas item le 50, donc tout de suite, forcément, ça a fait. En termes de buy-in, c'est pas énorme, c'est pas vraiment un bad run à proprement parler, parce que j'ai pas perdu
tu vois, genre 500 buy-in d'une limite, mais j'en ai perdu quelques-uns qui piquaient bien, quoi. Voilà, des Euh, steaks impressionnantes. Ouais. voilà, donc ouais, j'ai connu ça et ça n'a pas été Alors, sa facile, question, évidemment. c'est aussi comment tu as surmonté ça. Bah, déjà le coaching mental, C'est à ce j'ai continué. moment-là, je crois, où on a commencé à travailler ensemble, vers Ouais, c'est ça, 2021. ouais. Ouais, c'est ça, 2021, ouais. 2022. Voilà, 2021. Donc, on a commencé juste après que ça se soit mal passé online et live. Donc, coaching mental, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ensuite, d'apprendre tout ce qui a découlé du coaching mental, en fait, c'est-à-dire tout Mhm. ce qui est recentrer un petit peu mes objectifs, plus me focus sur essayer de bien jouer, commencer à travailler mon jeu de manière plus Mhm. efficace, prendre Mhm. confiance en moi parce qu'en fait, quand t'as pas travaillé une tonne et que tu bad run, Mhm. c'est 10 fois plus dur mentalement, je Bien sûr, pense. bien sûr. Parce que t'es pas, tu perds confiance très vite en Mhm. fait. Parce que Mhm. tu vois, au fond, tu le sais que t'as pas fait le taf, tu vois. Mhm. Genre, tu Mhm. sais que t'es pas encore au niveau. Alors que si tu as bien confiance en toi et que t'as travaillé et que tu sais que voilà, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise période et que ça passera, bah mentalement, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que Mhm. tu sais que ça va s'arrêter en fait. Mhm. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va passer, tu sais que ton process est bon. Il faut juste avoir confiance en son process et confiance en soi aussi. Et c'est comme ça qu'on Mhm. traverse Ouais, moi, ces je pense que périodes-là. dans un bad run, plus dur que les pertes, en fait, c'est vraiment que ça vient toucher ton sentiment de compétence, ta confiance en toi, en fait, et peut-être même ton estime de toi. Et ça, c'est ça le plus douloureux. Donc, le fait d'avoir un process qui est vraiment bien, bien, bien en place, ça vient protéger un peu ton sentiment de compétence, ta confiance en toi, parce que tu sais que c'est juste, voilà, ça paiera in fine. Donc, tu acceptes plus facilement, en fait, la difficulté. Si tu revisites un peu l'ensemble de ta carrière, tu vois, quelles seraient les erreurs que tu pourrais dire aujourd'hui, ah, j'ai commis quand même ces erreurs-là, si c'était à refaire aujourd'hui, je referais pas ça. Euh, C'est-à-dire des erreurs générales, hein, Ouais, deux erreurs ouais, macro, ouais, ouais. des erreurs macro. Euh, je pense de négliger peut-être l'aspect mental pendant un moment. Je pense qu'en cash game, vu que j'ai jamais travaillé mon mental en cash game, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire seulement en MTT et notamment tout ce qui est cooldown, warm-up, etc. que je faisais pas. Je sais pas ce que c'est. À l'époque, je savais même pas ce que c'était qu'un warm-up, tu vois. Je pensais que regarder un peu la télé, me détendre avant de lancer ma session, c'était un warm-up, alors que pas vraiment. Donc, ouais, plus me focus sur l'aspect macro en général, le mental, mais aussi mieux m'organiser, tu vois, être plus organisé. Et ce que je fais maintenant, j'aurais aimé le faire bien avant, quoi, sachant Hmm, que tu peux pas le faire au début dès que tu lances ta carrière, parce que je pense que enfin, tu peux, mais je veux dire, c'est difficile parce que ça prend un peu du temps à bien t'organiser, à bien avoir le bon process et tout. hmm, Mais j'aurais dû l'avoir avant, tu vois. Genre, je pouvais pas, par exemple, jouer en NL2K sur mon canapé avec une série à côté, tu vois, genre hmm. un peu trop à l'arrache, quoi. Donc, je pense que ce genre de choses, j'aurais pu effectivement être beaucoup plus sérieux là-dessus avant et que pour sûr, ça m'aurait fait gagner du temps, quoi. Ouais. Tiens, une petite juste parenthèse pour dire que si tu veux voir en fait 10 erreurs communément faites par les joueurs de poker, juste tu regardes dans le descriptif de cette vidéo, tu auras un lien, tu mets juste ton mail et tu vas recevoir 10 mails te présentant chacun une erreur importante en termes de macro que trop de joueurs de poker font et ça t'évitera en fait de les reproduire et ça te fera gagner beaucoup de temps. Pour toi, Cédric, qui côtoie des joueurs high stake de très très haut niveau, pour le coup, qui jouent vraiment très 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 cher, les plus hauts buy-in du monde en fait, quelle est la différence entre un excellent joueur et juste un bon joueur ou un très bon joueur? Qu'est-ce qui différencie, tu vois, peut-être ce top 0,1% d'excellents joueurs? Ouais, donc là, tu parles de joueurs encore meilleurs que moi, comme des top mondes, Ouais, etc., ouais, comme genre mon coach, ce genre de ouais. profil, quoi. Ok. Qui c'est ton coach Euh, d'ailleurs aujourd'hui? Pietrangelo, D'accord, Nick ok. Pietrangelo. Ok. Donc, ouais, donc je pense que le top 0,01%, donc c'est tous les joueurs qu'on va voir sur les Tritons, tous les joueurs qui jouent voilà, Hmm, les plus gros buy-in du monde, et qui jouent principalement en live, les 25 A+, ou même des joueurs online comme Darwin, Lena, enfin tous les top, top, top mondes, quoi. Je pense déjà que c'est des joueurs qui ont énormément d'expérience. hmm, C'est-à-dire que eux, ça fait pas 3 ans qu'ils jouent, ça fait 10, 15 ans qu'ils hmm, jouent. hmm, C'est des joueurs qui ont beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup joué, qui ont énormément d'expérience, qui ont joué des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de tournois. hmm, Et puis c'est des joueurs voilà, qui sont très intelligents, qui ont réussi à aller gratter des petits aides sur les bons règles encore, et hmm,
qui vont réussir à vraiment comprendre comment un bon règne fonctionne et réussir à exploiter tout ça. Donc ça, c'est pour par exemple, des joueurs un peu plus exploitants. Et puis ensuite, tu as la partie des top, top, top qui ont juste tryhard de 10 fois plus que les autres sur les solvers et qui juste ont un jeu qui est tellement proche de l'équilibre que bah, ils feront aucune erreur contre toi et c'est toi Hmm. qui va perdre, quoi. Donc il y a deux types de profils pour moi, ces joueurs-là. Tu vois, un joueur comme Lena ou Darwin, c'est des joueurs qui ont aussi énormément bossé la théorie, mais qui sont plus exploitants. Hmm. Et des joueurs comme bah, tous ceux qui sont en top. Même par exemple Adrian Matteo, je pense que c'est un joueur qui exploite très bien aussi. Hmm. Et les autres, enfin, je pense que c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps. Je dirais vraiment l'expérience, parce qu'au final, on voit que les deux approches marchent, hein, que tu te butes sur un solver à longueur de journée. Au final, ça Hmm. finira par payer si tu appliques bien. Ouais. Et si tu es un joueur qui est très smart et qui arrive à bien exploiter, pareil, ça marchera aussi. Donc je pense qu'au final, c'est sûrement l'expérience et c'est des joueurs qui sont très intelligents aussi, quoi. Ouais. On parle souvent de la règle des 10 000 heures, hein. C'est Malcolm Gladwell qui avait créé un livre, Outliers, sur que font en fait ceux qui sont dans pareil, le top 0,01%. C'est quoi ce qui les caractérise? Alors lui, il a identifié cette règle des 10 000 heures qui a été revisitée récemment par Andrews Ericsson, qui est le père de la pratique délibérée. C'est un scientifique reconnu internationalement pour tout ce qui touche en fait au domaine de l'excellence, et lui il dit que c'est même bien plus que 10 000 heures en fait. C'est peut-être même 20 000 heures en fait. Et quand on met ça dans le cadre d'une semaine ou d'une année, en fait, on se rend compte, ben, comme tu le dis, c'est plutôt aux alentours des 10, 15 ans, voire 15 ans, que des 5, 10 ans, quoi. Donc, moi, je dis souvent que le poker, c'est un grand marathon à viser un peu comme sur une décennie, en fait. Mais si on, bon, là, déjà, je pense que si tu fais bien le taf, pendant 5 à 10 ans, tu es déjà à un endroit qui est vraiment au top, tu vois, comme par exemple toi, comme moi ou comme d'autres. Quand tu continues d'engranger de l'expérience avec une bonne méthodologie, bon, bah là tu vas aller target peut-être encore bien plus haut, quoi. Et il faut avoir aussi peut-être l'envie de le faire. Ça serait quoi justement tes ambitions, toi, aujourd'hui? Bah moi, mes ambitions, ça serait de durer dans le milieu du poker. Et puis maintenant, vu que j'ai joué à MTT, forcément, c'est de gagner des trophées, gagner des bracelets. Évidemment, de l'aspect financier aussi, d'être reconnu comme étant un des meilleurs. Je pense que c'est important pour moi aussi de réussir voilà, à réussir à devenir vraiment l'élite du poker. Donc, ouais, il y a encore forcément beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est ça qui me motive beaucoup. Mhm. Donc, ouais. Ok. Est-ce que tu as eu des AA moments dans ta carrière? Hmm. Ouais, enfin, plusieurs, mais enfin, pas énormes, mais surtout sur certains spots, tu vois, genre des situations où je me suis rendu compte que, tu vois, quelque chose que je faisais vraiment très mal et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, ça m'est arrivé, mais c'était principalement des trucs, on va dire, un peu plus techniques, mais pas, alors, je sais pas ce que tu entends par à un moment, mais Des déclics, que ça soit d'un point de vue macro ou d'un point de vue technique, hein, pour le coup. le macro, ça s'est fait, comme je te dis, un petit peu progressivement et je sais pas si on pourrait appeler ça un aha moment, mais en tout cas, voilà, je suis content de ce que j'ai accompli de ce côté-là, mais je pense pas que ça n'a pas été un flash, tu vois, genre ça s'est Hmm. fait un petit peu progressivement. Par contre, ouais, il y a eu certains spots, tu vois, où je me suis rendu compte, mais en fait, cette line-là, elle est juste incroyable, tu vois, et Hmm. Donc faut chercher, notamment, chercher, et à un moment on trouve un truc, on se dit ouais, waouh, ouais. génial. Il y a quelques trucs que j'ai trouvés, donc je ne vais pas forcément m'épiloguer Les là-dessus, mais pépites de Cédric, allez le voir en MP. Il y a quelques trucs que j'ai trouvés, donc ouais, je suis vraiment assez content et que quand tu le fais, tu vois vraiment, tu te dis, ah ouais, mais ça marche trop bien en fait, c'est juste Hmm. incroyable. Hmm. Donc ouais, si ça m'est arrivé quand même, notamment des trucs en multi-way, etc. Tiens, quelle est la place de l'intuition pour toi au poker? Je pense que c'est très puissant du moment que tu as quelqu'un, enfin, du moment que tu es quelqu'un qui a une bonne intuition, tu vois. Je prends Axel par exemple, tu vois. Lui, je sais Axel qu'il le Allais, hein, dit. pour ceux qui connaissent pas, Zhuge-Jang. Et il le dira lui-même, tu vois, il dit, moi, l'intuition, alors des fois, ça vient et tout, mais la plupart du temps, j'y arrive pas, surtout quand je suis contre des gens que je connais, etc. Je suis pas dans cette dynamique de leveling, et c'est le premier à le dire. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, ça dépend, il y a des gens qui vont avoir une intuition plus ou moins développée. Moi, je pense que la mienne, elle est plutôt développée, c'est juste que j'arrive pas tout le temps à la suivre autant que je voudrais, mais je pense que c'est super important, ouais. Il y a des fois, c'est juste incroyable, genre, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais tu sais, Quand tu tu es dans sais le flow, littéralement ce que. Ouais, quand voilà, tu es quand tu dans es le dans le flow, flow, des tu fois. sais. Voilà, point barre, tu sais. Voilà, c'est T'as ça, même ça pas s'explique besoin de pas. réfléchir, tu sais en fait. Et c'est intéressant que je te pose cette question. Moi, j'avais
une pensée derrière la tête, en fait, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, je me souviens que tu étais un peu comme coupé de ça, tu voulais juste aller dans de la réflexion analytique, en fait, et tu faisais pas si confiance, en fait, à tes sensations, à tes ressentis, tout ça. Aujourd'hui, ça a changé, tu penses? Ouais, ouais, clairement, ouais. Alors des fois, je me fais encore avoir parce que des fois, tu vois, genre, je suis mon intuition à fond Ouais, et je me trompe ouais, parce que évidemment, c'est pas un truc, c'est pas du 100%, hein, ouais, je veux bien dire. sûr, bien sûr. Et après, derrière, tu vois, je suis un peu plus réticent à le refaire si dans 10 minutes après, j'ai un autre énorme spot où le Hmm, mec, il te fait hmm, tapis 4 fois le pot et tout, et tu hmm. sens que, tu vois, tu as plus de mal à redévier énormément quand la première fois, c'est pas passé. Donc là, faut que j'essaie de bosser là-dessus, Hmm. d'ailleurs, justement, de... Il y a un truc qui est super important en fait, déjà avec l'intuition, comme tu le dis, ça marche pas à 100%, mais tout comme l'analyse, on va dire consciente, ne marche pas non plus à 100% en fait. Et tu le sais, et il y a une marge d'erreur en fait. C'est surtout cette idée que l'intuition est très puissante quand tu te sens vraiment bien. Tu vois, quand tu es dans le flow, là dans le flow en fait, tous les sportifs qui vont tutoyer la zone, dans le sport on parle de zone en fait, coupent quelque part la réflexion et laisse faire le corps, laisse faire le mouvement, laisse faire les automatismes et agissent vraiment comme ça de façon instinctive, intuitive. Et par contre, quand tu commences à être un peu stressé, tu viens de faire une erreur et tout ça, là effectivement, l'intuition se mélange aux émotions de frustration et tout ça. Et c'est plus difficile voilà, de savoir quoi en faire en fait. Donc si j'avais un conseil à te redonner ou peut-être à donner à tout le monde, c'est de suivre son intuition, notamment quand on se sent vraiment bien dans le game. Et quand on Ouais. n'y est pas encore, ou quand peut-être ce jour-là tu étais fatigué ou quoi, je sais pas, de plutôt privilégier la réflexion analytique en fait, et de bien avoir deux vitesses différentes comme ça. Ouais, c'est ce que je fais maintenant d'ailleurs. Genre, quand vraiment, tu vois, je me sens bien, je sens que je suis dans le flow et tout, tu vois, les idées de ce que tu es censé faire, ça pop-up en deux Ouais, secondes, tu vois. ouais, Et là, je suis une tonne. Par contre, dès que je suis un peu affecté, un peu fatigué ou quoi, et ben là, c'est pas toujours les bonnes idées qui pop-up, c'est plus des trucs pour essayer peut-être de te protéger, etc., tu ouais, vois. exactement. Et donc, du coup, c'est là où je me force à prendre beaucoup plus de temps. Je Ouais. prends l'exemple de ma session d'hier. Mhm, Comme je t'ai dit, il y a un moment où j'ai fait une erreur incroyable. mhm, Après ça, j'étais un peu affecté. Je me disais, mhm, putain, mais c'est pas possible, j'ai pas le droit de faire ça avec mon expérience et tout. C'est pas normal de jouer cette main comme ça. Et du coup, j'étais un peu affecté. Tu vois, tout de suite, je me suis remis dans un mode un peu plus analytique. mhm, Ensuite, j'ai dit prendre un tournoi où je suis arrivé genre à 10 left sur la roller Luna et je me sentais beaucoup mieux parce que mhm. du coup, là, il y avait du temps qui s'était passé. Cette erreur, je l'avais digérée. Je l'avais noté à la pause sur mon OneNote et tout. Enfin bref, tout était digéré, quoi. Et j'étais tout de suite beaucoup plus dans le flow. Et là, il y avait, sur les 10 joueurs, il y avait 5 joueurs récréatifs. Et là, je me permettais des trucs, mais c'était juste ridicule, tu vois, genre des spots, des trucs qui n'existent absolument pas, quoi. Et puis juste parce que je le sentais bien et ça marchait trop bien, tu vois, genre, un moment, je lead river dans un spot qui fait aucun sens après avoir check call, je lead genre 20% pote parce que je sentais qu'il avait toujours une main merdique et il me call avec genre cinquième paire, enfin, tu vois, genre, des, des Tu trucs le que sentais, j'aurais pas quoi. osé les C'est faire, je la le puissance sentais. du flow, en fait, clairement. Voilà, je Et le sentais bien. voilà. Et quand on est dans le flow, il faut justement s'autoriser à sortir complètement du cadre, des lignes, du format de la boîte, quoi, et faire C'est ce ça. qu'on ressent sur le moment. Par contre, Ouais. quand on veut jouer à être dans le flow et à forcer les choses, là, ça va être la pagaille. Voilà. Donc, vraiment, c'est un apprentissage aussi, le flow. Comment on y rentre et tout ça. Bon, j'explique ça en coaching et dans PMS, mais voilà. Tiens, une question qui m'intéresse pour finir l'interview. Toi, tu coaches justement des joueurs. Euh, Quelles sont peut-être les caractéristiques d'un de tes élèves où tu dis, lui, il est un peu au-dessus, lui, je sens que lui, ça va marcher pour lui. Alors, sans le citer, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a peut-être de plus que les autres, en fait? Hmm. Tu parles dans son jeu ou dans De la manière façon dont générale, il réagit au plutôt coaching? de façon générale. Ça peut être son ouverture d'esprit dans les coachings, ça peut être des choses. Pense peut-être à un joueur soit que tu côtoies, soit un de tes élèves, et lui, tu es certain que lui, ça va vraiment le faire, parce que tu as ressenti un truc spécifique chez lui. Euh, je dirais ceux qui arrivent à bien se faire confiance de manière générale et qui arrivent à suivre un petit peu, que ce soit ce qu'ils ont appris, ce qu'ils arrivent à l'appliquer, qui arrivent à, si à un moment il faut faire un spot où ils sont censés faire un énorme call avec bottom pair, ils arrivent à le faire. Si jamais ils sont au contraire censés à faire un fold avec, je sais pas, une flush, alors Hmm, que juste en théorie, c'est impossible de hmm, folder, ils arrivent à le faire. Donc des joueurs qui arrivent vraiment à s'écouter,
et qui arrivent à appliquer aussi, tu vois, vraiment à retranscrire ce qu'ils apprennent et ce que je leur apprends, mais aussi ce qu'ils apprennent de leur côté, qu'ils arrivent à retranscrire ça dans leur jeu. Hmm. Je pense que c'est super Ouais, important, et quoi. pour ça, il Et faut tu le une sens. bonne méthodologie d'apprentissage. Encore une fois, Erickson, hein, le père de la pratique délibérée, dit qu'avec une bonne méthodologie d'apprentissage pour un expert, donc pour une personne qui a déjà passé beaucoup de temps sur un domaine, tu as plus de 2 fois plus de résultats qu'une personne qui travaille de façon un peu aléatoire et tout ça. Donc si vraiment tu es perdu dans tout ce que bah, tu fais, tout ce qu'il y a à apprendre et tout, je te conseille d'investir un peu sur une méthodologie d'apprentissage, sur une PMS, on fait tout ça, mais trouve ton truc à toi pour développer de la compétence d'apprendre à apprendre. C'est aussi quelque chose d'important. Allez, dernière question pour toi, Cédric. Imagine, tu te projettes, que tes enfants regardent cette vidéo plus tard. Quel message, en fait, t'aimerais leur donner pour leur vie à eux? Bah, de ne jamais abandonner, de continuer à croire en ses rêves et de continuer à et, juste d'être persévérant. Et je pense que c'est ça que j'aimerais bien qu'ils retiennent de moi plus tard, c'est que voilà, j'ai pas eu que des bonnes périodes, mais voilà, j'ai persévéré, j'ai continué à la résilience, à continuer à jouer, à faire le taf, et puis voilà, quand ils regarderont les 5 bracelets WSOP sur le haut de la cheminée, Ça sera si marqué possible, persévérance. By voilà, papa, persévérance. Voilà. résilience, Résilience. Ok, bah super. Je te remercie énormément. Vraiment, pas de souci. c'était un super moment. Si vous ne le connaissez pas, Chris Donkey, Cédric, allez sur Speed for Win, voir toutes ses vidéos, contactez-le aussi sur Discord. Peut-être qu'il pourra vous prendre dans sa team. Alors, peut-être pas prochainement, mais t'as peut-être, ça y Ouais, est, t'es on est book, full là. t'es Ouais. full. D'accord. Bah, quand on est talentueux, en général, ça attire du monde, hein. Suivez-le en tout cas, c'est un garçon dont on entendra parler. On le connaît déjà beaucoup dans le milieu du poker, mais je pense qu'en live, il y a des choses qui t'attendent. Voilà. En tout cas, tu fais tout pour et ça paiera. Voilà, j'y crois. Tu as cette notion de persévérance qui est importante. On sait que la persévérance, c'est un ingrédient fondamental de la réussite. Les travaux d'Angela Duckworth, par exemple. Donc, voilà, moi, j'ai adoré ça. Et puis, à côté de ça, j'adore ton humilité, ta gentillesse. Ça fait vraiment du bien aussi dans ce milieu-là. On peut être hyper performant et en même temps hyper gentil et humble. Donc, tu incarnes ça pour moi et c'est vraiment génial. Merci. N'hésite pas si tu veux que j'invite un invité que tu aimerais justement, à qui tu aimerais poser des questions, tout ça. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à mettre des petits pouces si tu as aimé, à mettre des commentaires. Cédric regardera peut-être aussi les commentaires et viendra te répondre. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce moment et puis je te souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt, bye.